Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Et c'est l'heure des grands débats du matin sur Sud Radio à 9h-10 avant de retrouver Thierry Guerrier, Philippe Bilger, Éric Revel. Vos appels au 0826 300 300. Qu'attendent les Français de cette campagne présidentielle? On pose tout de suite la question à Frédéric Dabi. Oui, alors c'est ça. Et d'ailleurs, Philippe Bilger qui est avec nous aussi. Bonjour, mon cher Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick, Vous allez bonjour nous Laurence, faire... bonjour à tous. Bonjour je Philippe. ne veux oublier personne. C'est ça. Oui. Et les auditeurs, hein, alors Jacques, bonjour Claudine, à tous. Bien sûr, vous allez sauter des centaines de milliers de prénoms. Mon Je cher les mets Philippe dedans, Bilger, Patrick. oui. Bien sûr. On est heureux en tout cas de vous retrouver aussi ce matin. Frédéric Dabi, qu'est-ce qui ressort Bonjour, mon cher Frédéric. Qu'est-ce qui ressort de votre dernier baromètre? Oui, notre dernière balise sur les enjeux les plus importants pour le vote, ce qui est frappant, Patrick, Laurence, c'est de voir à quel point la question du pouvoir d'achat a d'abord structuré puis écrasé la campagne. La défense du pouvoir d'achat arrive en tête avec 61% et devance de plus de 20 points la santé publique, la lutte contre la délinquance et l'identité française. On aurait pu croire qu'elle aurait été un enjeu structurant. Elle a été complètement écrasée. Le grand déclassement a remplacé le grand remplacement, si je puis dire. Et quand on voit la défense du pouvoir d'achat, on l'a entendu à Sud Radio tout au long de la campagne. C'est à la fois, Patrick, les fins de mois difficiles, la question de la hausse des prix, l'inflation, le renchérissement du prix du carburant, la relégation. Est-ce qu'on peut prendre sa voiture? Est-ce que ça vaut le coup, contrairement compte tenu du coût le plus élevé de l'énergie? Et on voit que ce sujet a vraiment structuré la campagne. Il arrive comme premier enjeu important pour le vote dans toutes les familles électorales, chez tous les candidats, sauf chez Éric Zemmour, pour lequel c'est l'identité française et la lutte contre la délinquance. Chez tous les candidats, on est sur le pouvoir d'achat, y compris l'électorat Jadot. Par exemple, on voit que la fin du mois a éclipsé, si je puis dire, la fin du monde. On voit que c'est le principal sujet. Et tout ce qui tourne autour de la question de l'attitude entre la guerre, face à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les sanctions, la construction européenne, sont des enjeux certes importants, on l'a vu, mais sont complètement éclipsés. Oui, voilà, c'est le pouvoir d'achat. Mais et ça, est-ce que dans les baromètres précédents, parce que évidemment vous en faites en permanence et régulièrement, est-ce que vous avez senti une montée en puissance progressive tout au long de cette campagne et évidemment en parallèle de la crise que nous vivons, la crise en fait économique, quoi, parce que on ne dit pas souvent ce mot, mais c'est véritablement ce qu'on est en train de vivre. Oui, vous avez raison de dire cela. On l'a vu dès le mois de septembre, où il y avait déjà eu une forte hausse du prix à la pompe, et déjà les Français sont très sensibles à ces sujets. On faisait dans notre baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio le premier sujet de conversation. Ça n'a jamais été aussi fort. On peut remonter à 2007, où la campagne présidentielle s'était faite autour du pouvoir d'achat, le fameux travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy. Mais à cette époque, la différence de taille avec maintenant, c'est qu'il n'y avait pas de sortant. Dans une enquête IFOP fiducial pour Sud Radio sur quel est le candidat qui peut le mieux défendre le pouvoir d'achat, arrive en tête le trio Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. C'est peut-être le sujet qui fera la différence. Parce que, comme je l'ai dit, même dans l'électorat, Marine Le Pen, traditionnellement, on va voter, ce qui va compter, c'est l'identité française, c'est la délinquance, c'est l'immigration. Ce thème arrive très nettement en tête. C'est le thème qui a, je dirais, structuré et qui a complètement homogénéisé cette fin de campagne. Oui, merci mon cher Frédéric Dabi. Philippe Bilger, on va passer à votre rubrique en fait dans un instant et votre regard sur cette campagne, mais d'un mot, parce que je voudrais donner la parole à Frédéric Dabi sur l'édito tout à l'heure d'Elisabeth Lévy à 8h15. Elle a poussé un coup de gueule contre les sondages. Elle dit, finalement, les sondages influent beaucoup le vote. Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter dans la dernière période? Qu'est-ce que vous pouvez... Oui, alors on en a déjà débattu avec vous, mon cher Frédéric. On en reparlera encore probablement, bien sûr aussi. Mais qu'est-ce que vous lui répondez, en fait, à ça? Elle dit, ça influe beaucoup trop, en fait, ces sondages. On ne vote plus par conviction, en fait, politique d'un programme ou d'un autre, mais uniquement parce que nous indiquent les sondages. Et même les commentateurs et les journalistes politiques ne font plus de véritable analyse des programmes, ils vont réagir en fonction de ce que donnent les sondages. Alors, j'entends ce que dit notre chère Elisabeth. Je citerai la deuxième question de notre balise, où on demande aux gens, est-ce qu'ils vont se comporter de manière stratégique? Est-ce qu'ils vont voter pour un candidat qui ne correspond pas totalement à leurs idées, mais qui a le plus de chances d'être au second tour? La réponse est non.
ils sont 3/4 à dire qu'ils voteraient pour un candidat proche de leurs idées, même s'il a peu de chances d'être au second tour. J'entends ce que dit Elisabeth, il y a parfois une hypertrophie du commentaire et de l'usage du sondage. Mais là où je trouve qu'elle fait fausse route, c'est faire reposer la totalité de l'influence pendant une campagne sur la question des sondages. Nous sommes, Patrick, dans une société d'influence, tout compte. Les débats sur Sud Radio, les professions de foi, c'est vrai, mais tout influe. Je suis absolument désolé. Oui, c'est vrai, mais on ne peut pas nier quand même que on regarde beaucoup ces indicateurs et qu'on se décide en fonction aussi de ça, même s'il y a beaucoup d'indécis. L'ensemble des Français les voient aussi fortement. On avait fait une enquête il y a 10 ans sur les sondages, et j'en avais parlé chez Valérie il n'y a pas très longtemps, Valérie Expert. On voyait que 3/4 des Français considéraient que les sondages influençaient le vote des Français. Mais quelques minutes après, on leur demandait si les sondages influençaient leur propre vote à eux. On passait à 13%. L'influence, c'est toujours des autres, même si 13%, on va se parler très franchement, c'est beaucoup. Mais quand on regarde notre sondage jour du vote de 2017 avec Sud Radio Match et Fiducial, on voyait à quel point les sondages jouaient un rôle sur l'influence, mais moins que la construction, la socialisation familiale, moins que les débats télévisés, moins que les professions de foi. Ne faisons pas reposer toute l'influence sur un seul élément, même si le chiffre, la force du chiffre fait qu'il peut y avoir peut-être plus d'influence que par ailleurs. Mais notre balise d'aujourd'hui montre que l'électeur stratège existe dans ce pays, mais il est minoritaire. Bon, bonne défense de Frédéric Dabi. Philippe Bilger, un mot peut-être par rapport à ça. Très rapidement, Patrick, je rejoins en grande partie Frédéric Dabi. Les sondages ne font pas le vote. Il y a en réalité une interaction constante entre le sondage et le citoyen dans les deux sens. On ne peut pas dire, d'ailleurs, si les sondages avaient une telle importance, est-ce qu'on aurait un tel taux d'indécision et peut-être d'abstention. Et si je peux juste ajouter quelque chose avant que Frédéric parte, c'est que c'est pour cela que mon point de vue ne sera pas défavorable à la qualité de la campagne. On parle bien sûr de pouvoir d'achat aujourd'hui et depuis quelques semaines, mais auparavant, grâce à certains candidats, on a parlé de l'immigration, du vivre ensemble, de l'insécurité. Autrement dit, on n'a pas eu le pouvoir d'achat tout au long de la campagne comme thème central, et c'est très important qu'on ait pu feuilleter ces deux pages capitales démocratiques. Oui, Thierry Guerrier, observation par rapport à ce que disait Frédéric Dabi à l'instant. En complément de ce que viennent de dire Philippe Bilger et Frédéric Dabi, qu'est-ce que c'est que des sondages? C'est des photos, des instantanés d'une situation de l'opinion. Et nous sommes aujourd'hui perclus d'informations, noyés sous les informations qui viennent des réseaux sociaux, qui viennent de tous les médias. Et nous devons faire le tri. C'est ça qui nous déstabilise. En réalité, les sondages ne sont rien de plus. Ils ne feront pas l'opinion, ils ont raison. Nous sommes simplement aujourd'hui confrontés à la nécessité de gérer un flux d'informations qui est considérable, et y compris en termes d'informations instantanées que sont les sondages. C'est ça notre difficulté, qui est une difficulté pour chaque citoyen aujourd'hui. Il faudra faire son choix. Vous voyez bien, quand il y a 15 millions sur 45 d'électeurs qui se disent qu'ils vont faire leur choix finalement dans l'isoloir, c'est cette incertitude et le fruit de cette situation, de cette extrême transparence. Mais c'est comme ça, c'est un système qu'il faudra faire évoluer, mais c'est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Merci, allez à tous les deux. Dans un instant, on se retrouve. Et puis vous, je ne sais pas ce que vous en pensez justement par rapport au sondage, ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, les interdire dans la dernière période? Est-ce que, quoi qu'il en soit, au-delà, c'est un indicateur, et puis de toute manière, vous faites déjà une opinion et vous savez ce que vous allez voter, etc. A priori, honnêtement, 84% des auditeurs qui nous écoutent ne se sentent pas du tout influencés. Ils sont pas sont convaincus de leur vote. Notre question, votre choix peut-il changer à la dernière minute? Vous dites pour nos auditeurs, 84% non, pas d'indécis pour ceux qui nous écoutent. Allez, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. La parole est à vous. Parlons vrai sur Sud Radio. À suivre, Éric Revel en campagne, Sud Radio, 8h59. On poursuit les grands débats du matin avec Thierry Guerrier et Philippe Bilger, et vos appels bien sûr au 0826 300 300. C'est l'heure de retrouver Revel en campagne avec Éric Revel. Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric. Bonjour Éric. Bonjour Patrick. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, ce matin, votre édito est un petit peu particulier, puisque évidemment à J-2 du premier tour, vous nous proposez cette lettre à tous les auditeurs de Sud Radio. Oui Patrick, absolument. J'ose, en tant que simple observateur,
la chose politique, en tant que journaliste. Chères auditrices, chers auditeurs, ce matin, oui, Patrick Roger a raison, je voulais m'adresser directement à vous. Alors dimanche, évidemment, la plupart le savent, c'est le premier tour de notre élection reine, l'élection présidentielle. Alors le choix est ample, 12 candidats sur la ligne de départ avec des programmes et des sensibilités bien différentes. 12 candidats et un choix pluriel, mais j'ose le dire, un choix essentiel. Le contexte social, politique, sanitaire, géopolitique dans notre pays est exceptionnel. Alors, on va le dire sans grandiloquence, la France a besoin de vous, a besoin de nous, a besoin de notre vote. Cette élection est importante. Nous devons prendre notre sort collectif en main. L'abstention, je vais vous le dire, est une option trop facile, un paravent derrière lequel on ne devrait pas cacher nos reproches et notre mauvaise humeur démocratique. Les sondeurs prévoient une forte abstention. Eh ben, il faut tout simplement les faire mentir dimanche. Prenez notre sort collectif entre vos mains avec un bulletin dans l'urne. Vous êtes, selon les sondages, entre 8 et 10 millions encore d'indécis. Cela veut dire que les indécis et les abstentionnistes peuvent tout changer. Nous avons cette chance historique. Ne l'oublions jamais d'habiter un pays où la démocratie directe s'exprime. Alors ne passez pas à côté de ce droit et de ce devoir voter. Alors je sais, certains, là, en train de m'écouter, hésitent. D'autres n'ont pas encore reçu les professions de foi par le courrier. D'autres, comme les policiers ou la pénitentiaire, se battent pour avoir le droit de voter. Et d'autres encore sombrent dans l'aquabonisme. À quoi bon voter pour des candidats qui ne changeront pas nos vies quotidiennes ? Mais le pays, ce cher et vieux pays, est dans une situation trop difficile pour que chacun d'entre nous ne donne pas son avis. Notre société est fracturée, communautarisée, divisée, raison de plus pour nous unir et faire bloc en votant. Un sondage CSA CNews affirme que 7 Français sur 10 veulent changer de président. Le peuple a toujours raison et le peuple est souverain. Alors je sais que parfois sur des référendums, la classe politique n'a pas tenu compte de notre avis. Je sais que les promesses électorales des programmes électoraux n'engagent que ceux qui y croient. Et pourtant, revivifier notre démocratie en votant est essentiel. La France et son avenir, je vous l'assure, le méritent. Alors oui, le simple journaliste que je suis compte sur vous dimanche. Quelle lettre, hein. Oui, alors Thierry Guerrier, Philippe Bilger et puis vous au 0826 300 300. Revenons aussi un peu sur cette campagne. Philippe Bilger, ce que vous vouliez nous dire, c'est que finalement vous avez trouvé cette campagne, malgré tout, alors qu'on dit qu'elle est terne, vous l'avez trouvée passionnante. Passionnante, en effet, Patrick. Peut-être suis-je trop épris de la politique politicienne, mais je l'ai trouvée dans sa quotidienneté tout à fait stimulante, intéressante. J'ai dit tout à l'heure à quel point 2 thèmes centraux sont venus dans le débat public. Immigration, insécurité d'abord et pouvoir d'achat ensuite. Premier point. Ensuite, au long de l'histoire politique, je n'ai jamais véritablement entendu des analystes être contents de la qualité des campagnes politiques. Toujours, on les jugeait insuffisantes, parfois pauvres. Et là, je ne trouve pas, il y a eu tous les jours des choses qui ont pu surprendre, intéresser le citoyen. Je sais bien que la tradition, toujours, c'est d'exiger plus des politiques. En ce qui me concerne, eh bien, le citoyen que je suis n'a pas été mécontent de ce qu'il a appris, de ce qu'il a intéressé, de ce qu'il a indigné, de ce qu'il a passionné. Et si vous me permettez, Patrick, d'ajouter 2 mots à l'excellente lettre de notre ami Éric Revel, il y a 2 choses. Lorsqu'on vit dans une démocratie, même imparfaite, eh bien, il faut se rendre compte de la chance qu'on a et il faut voter. Et deuxième élément, le second élément, on ne peut pas dire tout de même qu'avec nos 12 candidats, le choix ne soit pas ample pour le citoyen. Il peut trouver dans ces 12 candidats de quoi satisfaire sa conviction et donc d'aller voter. Merci Philippe Bilger. Oui, c'est vrai, il y a ces 12 candidats. Donc, on parle d'ailleurs toujours des grands, des gros. D'ailleurs, à ce propos, il y a eu une déclaration assez intéressante, c'est dans le journal de Ouest France ce matin, de Valérie Pécresse. Pécresse qui affirme qu'elle ne donnera pas
de consigne de vote au soir du premier tour si elle est battue, donc pour le second tour. Thierry Guerrier, je pense que c'est une attitude tactique légitime de sa part. Elle ne peut pas, ainsi qu'on l'a entendu tout à l'heure avec Xavier Bertrand, elle ne peut pas donner le sentiment qu'elle croit déjà, qu'elle est déjà persuadée qu'elle va être en 4e, 5e position. Donc elle est obligée de tenir ce discours. On verra bien comment les choses vont se passer. Une nouvelle campagne va démarrer dimanche à 20h. Il faut être à l'écoute de Sud Radio dimanche à 20h. On saura quelle est la campagne qui va démarrer. Et si on revient, alors, puisque vous avez dit, mon cher Philippe Bilger, que vous avez trouvé ça passionnant. Si on s'intéresse à parce qu'on parle toujours des grands candidats. Par exemple, il y en a un, et je ne sais pas pourquoi il a du mal à réussir en fait sa campagne, alors qu'il avait peut-être un boulevard, c'est Yannick Jadot. Oui, je crois que les thèmes qui sont ceux portés depuis un certain temps depuis plusieurs décennies, par les militants écologistes de manière générale, qui étaient plutôt de centre-droit au début, il y a 30 ans, et qui se sont déportés au fur et à mesure, à travers Europe Écologie Les Verts, vers une action militante plutôt liée à l'extrême gauche. Les sujets qu'ils ont portés ont pourtant été fracassés par l'actualité, par la pandémie d'abord, puis ensuite évidemment la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Les questions sur l'énergie, les questions sur l'alimentation, c'est-à-dire l'agroalimentaire, c'est-à-dire l'agriculture, les questions sur la défense, toutes ces questions, et même la santé, ont été totalement défiées par la réalité qui a émergé depuis quelques temps et qui a fracassé leur discours. Parce qu'on s'est rendu compte on ne sait jamais, peut-être qu'à la dernière minute, il va y avoir aussi beaucoup de gens, parce qu'il n'est pas très bien placé dans les sondages, mais Éric Revel, peut-être que Yannick Jadot, parce qu'il apparaît comme quelqu'un plutôt de sympathique et d'assez... Ça suffit pas, les gens entendent du résultat. Oui, alors moi je pense que, si vous voulez, Jadot et les Verts sont trompés de campagne. Les Français, en fait, ils veulent qu'on leur parle d'environnement. Thierry Guerrier a raison, il veut qu'on leur parle d'alimentation courte. Mais en fait, souvent, les écolos, ils font campagne sur l'écologie politique, en réalité. Et ce volet de l'écologie politique, qui est souvent perçu comme punitive, n'intéresse pas les Français. On verra si Jadot fait plus que Noël Mamère, qui avait eu le meilleur score pour les Verts à une présidentielle. Je crois que c'était autour de 6%. De 6%. Il est mal parti. Ça veut dire que, curieusement, et quand même les Verts devraient se poser une question, curieusement, les thèmes de l'écologie ne cessent de progresser parce que le climat devient vraiment un sujet mais absolument central, et pourtant les Verts, finalement, élection présidentielle après élection présidentielle, font de moins en moins on verra. Et juste sur ce que disait Philippe Bilger, que je partage en partie, moi ce que je trouve passionnant dans cette campagne, c'est évidemment pas la qualité des débats, puisque elle a été réduite à sa portion congrue. Ce que je trouve passionnant, c'est l'indécision de ce premier tour de l'élection présidentielle qu'on nous avait vendu comme étant sans preuve que les gens réfléchissent. Oui, un mot aussi, on parlait en fait ce matin de colère, aussi un vote qui sera guidé par la colère. Alors c'est pour ça aussi qu'il y a des candidats qui peuvent un petit peu espérer. Pour l'instant, ils ont du mal dans les sondages, mais je pense à Nicolas Dupont-Aignan, Poutou, Nathalie Arthaud, ces gens-là, ils peuvent exister, peut-être Thierry Guerrier, réussir, non Philippe Poutou, par exemple. Philippe Poutou et Nathalie Arthaud ont une ligne qui est à peu près identique. Philippe Poutou, par exemple, il a eu l'adhésion hier, je ne sais pas si vous avez vu, de Renaud, le chanteur, qui a dit qu'il allait voter pour Philippe Poutou. Donc voilà. Il y en a d'autres qui disent, par exemple, je ne sais pas, mais Nathalie Arthaud, elle garde quand même un côté sympathique, quoi. Même si évidemment sur les idées, c'est très particulier, mais elle apparaît comme un peu sympathique, quoi, non ? Renaud est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il se l'alanise sans être désobligeant à son égard ? Et Nathalie Arthaud, alors, parce que elle apparaît sincère, quoi. Non, mais la question n'est pas la sincérité, la question c'est la ligne politique. Et Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou sont des trotskistes qui tiennent le même discours depuis toujours, ainsi que leurs prédécesseurs qu'ils ont représentés depuis Alain Grévine. La ligne est toujours la même et ça représente toujours autour de 1% des dans le électeurs. d'Arlette Laguillet. Exactement. Ce sont des gens sincères, très impliqués. Et Nicolas Dupont-Aignan qui exprimait en fait quelque chose. Oui, attendez Philippe, Nicolas Dupont-Aignan. D'accord. Moi, si je peux me permettre, je fais une grande différence entre l'électorat de Poutou et d'Arthaud et celui de Nicolas Dupont-Aignan. Parce que je pense que les trotskistes ont une base solide qui est incompressible. C'est-à-dire que les trotskistes ne sont pas suivis
sujet à être ponctionné par le vote utile. Et Nicolas Dupont-Aignan, en revanche, lui, il est sur un espace politique qui peut être très bien siphonné parce qu'il incarne aux yeux de beaucoup cet électorat de droite nationale ou de droite extrême. Il avait réussi en fait à un moment donné. Il peut encore. Il avait fait 4 points, je crois, aux dernières présidentielles, mais là c'est un peu différent. Là, vous avez on va suivre ça. Allez, merci. Merci. Dans un instant, parce qu'il y a beaucoup d'appels et les gens veulent réagir. Alors, certes sur le sondage, mais aussi sur l'énergie. Parce que évidemment, avec des factures qui ont explosé, c'est quand même assez incroyable. 400% d'augmentation parfois. Ça, je pense que beaucoup de politiques n'avaient pas vu venir. On en parle dans un instant. Sur Twitter par rapport aux angoisses de pouvoir d'achat et de fin de mois. Allez, on revient dans quelques instants. Sud Radio, il est 9h20. 5h10. Le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h10, Patrick Roger, Laurence Garcia. Allez, avant de retrouver nos grands débats du matin, notez que dans 10 minutes, dans La Vérité en face, à partir de 9h30, on va parler éducation et laïcité. Comment réformer ou pas notre système éducatif face à tous les problèmes de laïcité et d'obscurantisme? On posera notamment la question au linguiste Alain Tolila et l'enseignante Myriam Meyer. Mais on revient sur nos grands débats. Ça papote à fond là, entre Thierry Guerrier, Éric Revel, Philippe Bilger et vos appels bien sûr au 0826 300 300. Et notamment cette question, là on parlait de cette campagne rivée notamment sur le pouvoir d'achat, cette question qu'on vous pose sur Twitter. Et vous, est-ce que vous avez réduit vos consommations de gaz et d'électricité depuis le début de la crise? À 83%, vous nous répondez que non, mais il faut lire les commentaires. Ils ne les réduisent pas parce qu'ils ne peuvent pas. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous disent je ne vois pas comment je pourrais réduire plus, je n'ai déjà pas mis de chauffage tout l'hiver. Ou un autre en disant on a déjà réduit nos déplacements, nos achats, tout ce qui nous permet de vivre et on ne peut pas se passer de gaz et d'électricité. Enfin voilà, vous continuez bien sûr à voter et poster vos commentaires sur Twitter. Oui, et puis surtout au 0826 300 300, vos appels en ligne avec nous ce matin. C'est Julie. C'est Julie qui appelle de Haute-Savoie. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour Julie. Vous vouliez réagir sur ces questions en fait de factures de gaz et d'électricité. Oui, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plus un témoignage, effectivement. Voilà. Puisque j'ai souscrit au mois de juillet, j'ai aménagé dans une nouvelle maison et j'ai souscrit au mois de juillet auprès de Méga Énergie. Voilà, je donne leur nom, je n'ai pas honte de donner leur nom. Et voilà, qui me propose un échéancier pour le gaz et puis qui m'écrit au mois d'octobre. Tout s'est fait évidemment par mail, avec en plus des mails envoyés en fin de semaine, en fin d'après-midi, voilà, pour me dire que le prix du gaz augmente. Tout ça est sous couvert, évidemment, de messages très rassurants en nous disant qu'il faut se rassurer, qu'ils gardent un tarif, évidemment, préférentiel. Et suite à l'annonce de Bruno Le Maire, justement, les compagnies de gaz autres que GRDF, Engie, elles en ont profité, justement, et se sont pas du tout alignées et elles ont continué à faire fructifier, si vous voulez, voilà, peut-être leurs capitaux. Et en 7 mois, je me suis retrouvée finalement avec une dépense de 3 000 € de gaz. 3 000 € pour combien de temps? 3 000 € pour du mois de juillet jusqu'au mois de mars. Voilà. C'est pas possible, ça. Pour 80 mètres carrés. Non, voilà. mais c'est tout simplement pas possible. Justifient ça, voilà, c'est bien ce que je me dis. Et eux justifient ça en expliquant que, évidemment, que les prix étaient encadrés, mais exclusivement pour GRDF et Engie. Si cela était vrai, d'ailleurs, je pense que Bruno Le Maire aurait pu le préciser quand même, ça aurait pu être mieux. Mais ce qui avait été dit, c'est que normalement, ça devait concerner aussi, il devait y avoir un accord pour que ce soit répercuté de la part de GRDF ou de EDF pour l'électricité sur les fournisseurs d'énergie. Et donc, c'est pas le cas. Non, mais c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout, puisqu'on est nombreux, je crois, dans la même situation que moi. Non, mais c'est incroyable. Et voilà. Et on se retrouve, parce que quand même, ce sont les gens qui sont le plus, on va dire, près
de leur budget qui sont là, et c'est pour ça que je ne suis pas repassée ni par Engie, GRDF, et finalement je me retrouve à devoir emprunter à la banque pour payer, le gaz. Est-ce que non, mais c'est incroyable. Mais c'est ce que disait, je ne sais pas si vous avez entendu et si vous étiez avec nous, Julie, tout à l'heure à 7h10. C'était exactement le même témoignage de Marie dans la région de Toulouse. Je suis arrivée juste après. Oui, juste après. Et là, la même chose. C'est-à-dire, elle n'est pas à 3 000 €, mais c'est quasiment la même chose parce qu'elle a une augmentation de 400%. Donc, alors, ce que je vous conseille, c'est que ce que disait Marie, c'est qu'elle a eu beaucoup d'autres témoignages dans la région. Et ils sont en train de se rapprocher d'associations de consommateurs pour essayer. Alors, c'est pas une plainte, mais pour essayer de mener en fait des actions avec des associations. Il faut faire la même chose pour essayer. Alors, je vais pas citer toutes les associations de consommateurs, mais il en existe en fait beaucoup. J'en ai déjà contacté. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous répondent, Julie? Écoutez, c'est très particulier parce qu'en même temps, moi j'ai bien l'impression que le fournisseur d'énergie par lequel je passais, parce que je suis partie aussitôt quand j'ai vu ça, évidemment. Mais vous avez pu résilier? Vous avez pu résilier quand même? Oui, c'est très simple. Vous passez directement à un autre fournisseur d'énergie. Par contre, évidemment, ils me relancent pour payer leurs factures, le solde qui reste, que j'attends évidemment pour payer. Je peux pas attendre trop longtemps non plus. Avec mon compagnon, nous avons contacté effectivement des associations de consommateurs. Et quand même, moi j'ai l'impression, en tout cas dans tout ce que j'ai pu entendre ou ce que j'ai pu lire, que quand même ces fournisseurs d'énergie se sont bien blindés, justement pour pas être attaqués derrière. Voilà. Forcément. Évidemment, vous recevez un mail en vous disant maintenant votre nouvel échéancier. Alors on passe d'un échéancier de 90 € à 180, puis un mois après à 350 €, puis finalement on revient à 180. Et à la fin j'ai une facture qui arrive de 1570 €, alors que j'ai déjà payé 1100 € depuis 6 mois. Bon bref, c'est absurde. Et effectivement, si vous voulez vous opposer à ce nouvel échéancier, parce qu'on signe rien, tout est sur Internet, on reçoit des mails, eh bien il faut 12 jours pour s'opposer. C'est pas vraiment un mois, c'est pas 15 jours, c'est 12 jours. Enfin, toutes les choses sont un petit peu blindées comme ça. Alors après, peut-être la seule chose sur lesquelles on peut leur reprocher, c'est le manque de conseils, puisqu'ils sont là pour vous conseiller quand même, pour vous dire, attendez, là vous faites une dépense énergétique qui est beaucoup trop conséquente, il faut qu'on revoie les choses ensemble. Donc du conseil, il n'y en a pas. J'ai essayé de les joindre à chaque nouvel échéancier que j'ai reçu par mail. Je suis restée 1 heure en ligne à attendre. J'ai fait un mail pour être rappelée, je n'ai jamais été rappelée, évidemment. Par contre, j'ai changé ma tactique, j'ai essayé de les appeler pour souscrire à un abonnement. Alors là, tout le monde répond, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est assez particulier. Et finalement, c'est vraiment plus sur la sémantique, sur ces mails reçus, qui sont très très rassurants. Toujours. Non mais évidemment, et ils étaient là pour vous conseiller au début, au démarrage, pour vous dire vous allez économiser en passant par nous, évidemment. Bien sûr, puisqu'ils vous proposaient, ils avaient des facilités, pour essayer de rebaisser en fait les prix par rapport à ce qui était proposé par. Oui, puisque leurs abonnements sont beaucoup plus l'abonnement est beaucoup plus intéressant. Mais alors si derrière il y a une crise comme on la vit là quand même depuis quelques mois, l'abonnement, je peux vous dire qu'après il ne tient plus. Et plus les 20% de TVA quand même ajoutés à ça. Moi je vous conseille. Donc en dehors des actions que vous menez, je vous conseille aussi d'envoyer directement en fait un courrier. Il faut pas hésiter, à la fois à Bercy et puis à l'Élysée, pour leur dire en fait votre situation. Marie, c'est probablement ce qu'elle va faire aussi de l'autre côté, parce que je pense qu'en fait du côté de Bercy, on est un peu au courant de ça. C'est pour ça que Bruno Le Maire avait dit que normalement il mettait en place un dispositif, sauf qu'il ne marche pas en fait ce dispositif, et qu'ils sont en retard. Je ne comprends pas, et je sais parce que tout le monde reçoit en fait actuellement ces factures d'électricité et de gaz, et ceux qui sont restés chez Engie, EDF, en fait, déjà ils voient des augmentations qui sont
considérable, énorme. Et quand on a dit oui, il y a une limitation, c'est faux parce qu'il y avait déjà eu une augmentation sur toute l'année en fait dernière. Et donc là, il suffit de regarder ces factures. Les gens sont très surpris, ils apprennent. Et alors évidemment, en plus dans vos circonstances, quand il y a eu d'autres contrats qui ont été souscrits avec d'autres compagnies pour essayer de baisser les prix, alors là, mais là c'est la catastrophe. Parce que 3 000 euros pour vous sur une période de 6-8 mois, on marche sur la tête, bien sûr. Et en plus c'est que le gaz, bien sûr. Il n'y a pas l'électricité, quoi. Il n'y a pas l'électricité, quoi. Exactement. Et Marie, c'était la même chose en fait tout à l'heure. Donc écoutez, on va garder aussi votre numéro de téléphone parce que évidemment, ça va être l'un des grands sujets à mon avis dans les 15 jours qui viennent parce que juste avant, les factures n'étaient pas arrivées et là, elles sont en ligne pour beaucoup. Mais pardon, juste avant les 15 jours, il y a l'élection du premier tour. Vous savez, on parle de McKinsey comme un poison lent pour le président candidat. Cette affaire de pouvoir d'achat et d'explosion des factures de gaz et d'électricité peuvent être une ciguë électorale parce qu'en réalité, le pouvoir d'achat, vous le rappeliez tout à l'heure, Patrick, pour 62% des Français, c'est la première préoccupation. Mais là, ce qu'ils découvrent à quelques jours, à 2 jours du premier tour, ça peut être dévastateur parce que le gouvernement et le président va être rendu responsable de cette explosion. Oui, merci Thierry Guerrier, Philippe Bilger et vous, vous pouviez, je sais que vous êtes encore nombreux à appeler en fait au standard. Dans un instant, c'est la vérité en face, parce qu'on a même un petit peu de retard. La vérité en face, est-ce qu'il faut revoir notre système éducatif avec Alain Bentolila et une autre professeure Meyer, qui est prof de lettres classiques, et vos appels bien sûr au 0826 300 300 Sud Radio 9h32. 5h10, le Grand Matin Sud Radio.